Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, en France, l'acquittement d'un homme jugé pour le viol d'une fille de 11 ans relance le débat sur l'âge minimum du consentement sexuel. 13 ou 15 ans, le gouvernement planche sur un projet de loi. Hommage à Françoise Héritier, africaniste, anthropologue, professeur au Collège de France, décédé à l'âge de 84 ans. Ses travaux ont souligné les mécanismes de la domination masculine. Enfin, rencontre avec une jeune entrepreneuse, Mariam Tiganimine. Elle a découvert le sexisme après avoir ôté son hijab, une expérience qu'elle raconte dans Différentes comme tout le monde. Mais pour commencer cette question, à partir de quand un ou une mineure est en âge de consentir à une relation sexuelle avec un adulte? Deux décisions controversées de la justice française ont relancé le débat. À 12 ans, Alice a été victime d'un viol dans un bus en pleine heure de pointe. D'un coup, un homme d'une cinquantaine d'années a glissé sa main dans ma culotte, sous mes collants, et m'a pénétré avec ses doigts. Effectivement, je n'ai pas crié, je ne me suis pas débattue, mais j'ai pleuré et j'ai croisé le regard de nombreux passagers et passagères. Tous et toutes ont préféré baisser les yeux et ignorer ce qui était en train de se passer. À 12 ans, moi, je faisais des bisous à mes amoureux à la récréation parfois, j'envoyais des textos pour dire que j'étais folle amoureuse, mais la sexualité, je ne savais pas ce que c'était. L'histoire d'Alice illustre l'état de sidération dans lequel peut se retrouver un enfant lorsqu'il est victime d'une agression sexuelle, parfois incapable de réagir. C'est pourquoi deux décisions de justice ont particulièrement choqué l'opinion ces dernières semaines. Dans les deux cas, les victimes sont des filles de 11 ans et aucun des tribunaux n'a retenu le viol. On pourra toujours dire, oui, mais il défend un monstre, il défend l'indéfendable. Non, je n'ai fait que demander l'application de la loi. Donc s'il y a un responsable dans ce qui arrive aujourd'hui, c'est le législateur. En France, il n'y a pas d'âge en dessous duquel le non-consentement est présumé, contrairement à d'autres pays. En dessous de 12 ans en Espagne et aux États-Unis, 13 ans au Royaume-Uni et jusqu'à 15 ans au Danemark. En deçà de ces âges, pas besoin de prouver la surprise, la menace ou la contrainte, caractéristique du viol dans le code pénal. En France, un mineur qui porte plainte doit prouver l'existence d'un de ces critères. S'il y avait la présomption d'absence de consentement, il n'aurait pas besoin de rechercher cette preuve, qui est véritablement une recherche douloureuse pour lui. Un projet de loi en ce sens devrait être présenté l'an prochain au Parlement. L'âge minimum pourrait être fixé à 13 ou 15 ans. Et pour être complet, sachez qu'aux États-Unis, l'âge du consentement sexuel des mineurs fait aussi débat, alors qu'un magistrat est accusé d'attouchement sur une jeune fille de 14 ans lors des faits. Pour souligner l'innocence ou l'inconscience de cet âge, des Américaines postent sur les réseaux sociaux des photos d'elles, adolescentes, accompagnées du hashtag #MeAt14 ou en français moi à 14 ans. Au Brésil, c'est un autre débat qui mobilise l'opinion. Une commission parlementaire sous l'influence de l'aile ultra-conservatrice chrétienne a proposé l'interdiction complète de l'avortement. Actuellement, l'IVG est déjà restreint à 3 cas, viol, danger vital pour la mère ou encore malformation grave du fœtus. Les femmes sont descendues en masse dans les rues d'une trentaine de villes pour défendre les droits fondamentaux. C'est aussi un enjeu de santé publique. Au Brésil, une femme meurt tous les 2 jours suite à un avortement clandestin. Toute sa vie, elle a souligné et dénoncé les mécanismes de la domination masculine. Françoise Héritier, anthropologue, professeure au Collège de France, nous a quittés à l'âge de 84 ans. Une grande dame dont les travaux demeurent souvent méconnus du grand public. S'il fallait un mot pour résumer sa vie, Françoise Héritier l'a elle-même donné il y a quelques jours. La curiosité. Toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses, de comprendre ce qui paraît nébuleux à première vue. Donc cette curiosité a été, je crois, le moteur. Historienne et géographe de formation, Françoise Héritier est devenue exploratrice des sociétés. Une quête qui l'a conduite très jeune en Afrique, où elle étudie les systèmes de parenté, l'organisation des familles dans différents peuples du monde. Formée par Claude Lévi-Strauss à l'anthropologie, un thème en particulier l'anime universel, la domination masculine. Il y a toujours un domaine réservé du masculin et au fur et à mesure que les femmes y accèdent, il y a un nouveau domaine réservé du masculin qui se constitue. Féministe, elle soutenait il y a quelques jours à peine le mouvement de libération de la parole des femmes victimes de harcèlement sexuel.
Je crois qu'il est important que ça soit porté effectivement sur la place publique comme une chose normale. Ce n'est pas à la honte des femmes d'avoir subi du harcèlement, c'est à la honte de celui qui les harcèle. Professeur au Collège de France, Françoise Héritier avait reçu cette année un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre. Elle s'est éteinte le jour de ses 84 ans. Quand j'étais voilée, j'étais asexuée pour la plupart des hommes qui n'étaient pas de culture musulmane. Quand j'ai retiré mon voile, les choses ont vite été différentes. Ces lignes sont extraites de l'ouvrage Différentes comme tout le monde aux éditions Le Passeur. Et c'est vous, Mariam Tiganimine, qui les avez écrites. Vous êtes cofondatrice de Babel Business, une plateforme de créateurs de projets. Vous êtes également enseignante au Centre d'entrepreneuriat à Sciences Po. Alors dans cet ouvrage, vous racontez finalement comment, dès votre plus jeune âge, vous faites face au racisme et à beaucoup de stéréotypes sur vos origines familiales, religieuses, et votre découverte ou redécouverte donc du sexisme quand vous enlevez votre voile, parce que vous avez porté le voile de 12 à 29 ans. Alors en 2 mots, rapidement, pourquoi vous l'avez enlevé et pourquoi vous l'avez mis ? Alors pourquoi je l'ai enlevé? Pour différentes raisons qui sont encore mouvantes, mais c'est vrai que j'en parle un petit peu dans le livre. Donc c'est un livre dans lequel je parle de pas mal d'autres sujets. Je parle notamment d'école, d'entrepreneuriat, mais donc j'évoque aussi cette question parce que j'ai porté le voile pendant très longtemps. Pourquoi je l'ai retiré? Parce que comme j'aime le dire, je suis un être qui change dans un monde qui change. J'ai eu une évolution spirituelle. J'en ai eu marre aussi qu'on nie ma singularité, qu'on me considère à chaque fois comme un voile sur pattes. Et justement qu'on nie aussi ma féminité. Et c'est vrai que je parle du sexisme en fait, donc de la part d'hommes donc qui ont pu nier ma féminité quand je portais le voile, mais il y a aussi des femmes en fait qui me la niaient. Il y a notamment aussi parfois des médias ou des hommes politiques en fait qui, quand ils se saisissaient de cette question-là du voile ou de la femme musulmane, parlaient de femmes donc, qui le portaient comme ce que j'appelle des voiles sur pattes. Donc des personnes presque inanimées. Inanimées. Alors, il y a un chapitre que vous consacrez qui dit la redécouverte du sexisme. Alors, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé, cette redécouverte ou cette découverte du sexisme? Je raconte notamment une petite anecdote pour illustrer ce propos. J'étais dans le TGV. Il y a une personne un peu lourde qui vient me draguer. Et ce qui est drôle, c'est que je ne portais plus le voile. Et au même moment, en fait, il y a une jeune femme voilée, hyper souriante, qui rentre dans le wagon et qui essuie en fait les remarques et les colibés de cette personne et de ses amis. Et en fait, j'ai été frappée par le contraste et surtout parce que quelques mois avant, en fait, moi-même, je portais le voile. Et je me suis mise à la place de cette femme et je me suis dit, en fait, si ça avait été moi à sa place, le gros lourd, là, il serait pas en train de me draguer, en fait, il serait en train de se moquer de moi. Et c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit. Et c'est vrai que donc, c'est une anecdote, mais j'en ai d'autres. Et c'est vrai qu'en retirant le voile, en fait, on s'adressait plus à moi en tant que personne d'apparence musulmane, parce que quand je le portais, c'est ce que j'étais pour beaucoup, où on n'exprimait pas non plus un mépris de classe, parce qu'on savait plus trop, en fait, parce qu'on associe facilement le voile à la banlieue, à une classe populaire, etc. Et j'ai peut-être vécu du sexisme quand j'étais voilée, mais en fait, c'était vraiment noyé dans du racisme ou du mépris de classe, ou autre chose, et je le sentais pas. Vous le sentiez pas autant. Alors vous racontez aussi un entretien d'embauche, ou un entretien avec un investisseur. Un investisseur qui est quand même extrêmement entreprenant. Voilà, donc la redécouverte du sexisme, c'est aussi ça. Mais vous dites, avec les hommes musulmans ou certains hommes musulmans, c'était autre chose. Qu'est-ce qui est différent? C'était autre chose parce que quand je portais le voile, j'étais pour certains en fait une personne pieuse. Donc voilà, en fait, quand vous êtes une femme voilée, c'est ça le problème, en fait, c'est que vous êtes coincé des deux côtés. Donc d'un côté, on vous prend pour soit un étendard religieux, soit une femme soumise, soit en fait comme quelqu'un donc d'hyper pieux. Et donc en fait, je pouvais avoir des regards ou des expressions ou des gestes en fait qui pouvaient me témoigner entre guillemets un certain respect. Et moi, ce qui me frappait, c'est que ça me dérangeait quand j'étais avec des amis qui ne l'étaient pas voilés et à qui en fait on ne témoignait pas la même considération. Donc voilà, pour moi, qu'on soit voilé ou non, on est avant tout des femmes. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on respecte en fait une femme pour ce qu'elle est, en fait, pas pour ce qu'elle représente ou ce qu'elle peut renvoyer. Alors depuis quelques temps, depuis quelques semaines, il y a beaucoup de dénonciations du sexisme sur les réseaux sociaux. Balance ton port, l'affaire Weinstein, l'affaire Ramadan. Ça vous inspire quoi, ces mouvements? Ça m'inspire déjà beaucoup de colère, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aucune femme n'est épargnée, quelle que soit son origine sociale, quel que soit le milieu social dans lequel elle évolue, professionnel. Donc on a autant des femmes en fait, qui sont dans des boîtes du CAC 40 que des femmes qui sont dans des rédactions de journalistes,
que des femmes en fait à l'Assemblée nationale ou des femmes en fait qui se font harceler dans la rue à la sortie d'un train de banlieue ou autre. Et moi, c'est ça aussi que j'ai envie de dire en fait. C'est que voilà, c'est pas une question de il s'agit d'une horde de barbares venus de certains quartiers, de certains pays, etc. Finalement, des porcs, il y en a partout. Et par rapport à Ramadan, c'est vrai qu'on nous demande beaucoup, quand je dis nous, il n'y a pas vraiment de nous, mais on demande en fait aux Français de culture musulmane, souvent issus de banlieue, de se désolidariser. Et moi, comme j'aime le dire, moi, Tariq Ramadan, il ne m'a jamais représenté. C'est un homme, un bourgeois, il est suisse. Donc voilà, on en a fait un porte-parole respectable, mais moi, ça n'a jamais été mon porte-parole. Dernière question rapidement. Quel conseil vous donneriez à des jeunes femmes qui font face à du sexisme ou à des agressions sexuelles pour la première fois? Moi, là, ça va être un peu étrange, mais le premier conseil que je leur donne, c'est de s'inscrire à un sport de combat. Je sais que ça peut paraître, même si quand vous faites agresser, la meilleure des choses, c'est de courir, parce qu'on ne sait jamais en fait qui vous avez en face de vous. Mais moi, en fait, pratiquer la boxe et ensuite le jiu-jitsu brésilien, ça m'a permis en fait d'avoir plus confiance en moi, d'avoir moins peur, parce que beaucoup de personnes, et notamment des hommes, ne comprennent pas qu'on puisse avoir peur à partir d'une certaine heure, dans certains coins, parce qu'en fait, on est une potentielle proie. Ensuite, en fait, je pense que faut se protéger. Malheureusement, je pense que c'est un combat qui va prendre beaucoup de temps. Ça passe par l'éducation, ça passe aussi par l'affirmation de soi, ça passe aussi par des lois. Et j'aimerais bien voilà, que partout dans le monde, voilà, que ce soit entendu, parce qu'on est quand même... il y a énormément de femmes, et c'est pas normal qu'aujourd'hui on encense des gens, notamment des artistes, parce qu'ils sont artistes, alors qu'ils ont été accusés, et ça a été prouvé d'ailleurs, de pédophilie ou d'agression sexuelle envers des femmes. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle le titre de votre livre, Différente comme tout le monde, aux éditions Le Passeur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur les réseaux sociaux.